SCI à l'IS ou SCI à l'IR et la question de la holding et de son intervention dans le déploiement d'une stratégie immobilière, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Strategies. Mais avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Tu trouveras beaucoup de contenu en lien avec les stratégies immobilières pour déployer une grosse ambition immobilière. Également, pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à un coaching stratégique qui est entièrement offert, qui s'intitule le Viagra bancaire. Alors, ça fait très marketing, mais on veut faire gonfler le patrimoine, faire gonfler ton levier bancaire et s'assurer que tu dures dans le temps pour pouvoir répéter l'opération. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Le lien se trouve sous la vidéo et dans les commentaires mis en avant. Et rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Nous allons la découper en 3 parties. Nous allons voir dans une première partie la question de la SCI à l'IS versus la SCI à l'IR, laquelle on doit choisir, quelles sont les spécificités autres que fiscales bien évidemment de chacune de ces formes. Ensuite, on va s'intéresser au montage SCI plus holding. En réalité, quand est-ce qu'on fait intervenir la holding? Ça peut vous intéresser, surtout que si vous le faites trop tôt, ça va vous freiner. Et on verra ensuite ce que tu dois utiliser pour déployer une stratégie gagnante et surtout ambitieuse pour atteindre tes objectifs. Et j'ai décidé également de faire un bonus où on va voir la technique de la holding mobile appliquée à la stratégie à la fin pour optimiser l'ensemble, puisque certaines personnes se posent la question de comment on jouit du fruit de ces investissements. Ça sera le but sur l'iPad pour que ça soit le plus compréhensible possible. Rentrons directement dans le vif du sujet avec l'introduction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser et répondre à une question que j'ai très souvent, où les gens disent « Est-ce que je fais une SCI à l'IR ou une SCI à l'IS ?» Également, le fantasme de la holding, et je ferai un bonus dessus qui peut être utile dans une vision particulière à terme à la fin de cette vidéo. On va parler de tout ça. Je t'invite à regarder en entier, de vérifier le contenu additionnel que nous avons publié sur la chaîne, notamment en lien avec les holdings, en lien avec les profils emprunteurs, en lien de comment tu dois te présenter pour investir quand tu es entrepreneur sans avoir forcément 3 ans de bilan. Tous les liens se trouvent dans la playlist immobilier. Tu peux également rejoindre Manial Immobilier, c'est entièrement offert. Le lien se trouve dans la description. Tu peux t'inscrire et tu trouveras beaucoup de contenu additionnel et privé. À la fin de la vidéo, je te ferai un cas pratique également pour illustrer tout ce que nous avons vu, mais on va rajouter un bonus de la holding mobile à titre d'exemple pour voir comment tu peux optimiser la jouissance de ce patrimoine. Parce que beaucoup de personnes se disent « Ouais, mais ça ne sert à rien, il y a trop d'impositions. » Mais en fait, il faut comprendre les choix qui s'offrent à toi et comment tu peux tirer parti du meilleur dans plusieurs pays. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec cette première partie. Intéressons-nous à la société civile immobilière et intéressons-nous à la SCI à l'IR versus la SCI à l'IS. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de SCI. Lorsque nous intéressons à l'utilisation d'une société pour investir dans l'immobilier, il y a plusieurs possibilités et plusieurs sous-possibilités. Le régime fiscal de la SCI est une sous-possibilité. En réalité, vous allez avoir les sociétés à responsabilité limitée, dans laquelle vous pouvez mettre la SARL, y compris la SARL de famille. Vous pouvez mettre la SASU également. Et vous allez avoir des sociétés civiles à responsabilité illimitée, que sont la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. On parle des principales formes que vous pouvez utiliser pour investir, mais il existe bien évidemment d'autres formes, mais beaucoup moins répandues. D'un point de vue bancaire, il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre une SAS et une SCI. Une SCI sera bien plus aisée, ça sera beaucoup plus facile de se faire financer sur une SCI que sur une SASU. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le banquier, notamment le banquier particulier, va apprécier que ça rentre dans sa norme, il comprend la forme de société, et également d'un point de vue bancaire, c'est le concept de responsabilité illimitée qu'il apprécie particulièrement. Il faut savoir également qu'une SASU va techniquement avoir accès uniquement au financement professionnel qui peuvent être dans certains cas problématiques, tandis qu'une SCI, que ce soit à l'IS ou à l'IR et plus à l'IR qu'à l'IS, va pouvoir obtenir des financements personnels, c'est-à-dire des financements comme vous l'auriez en nom propre. Également, la responsabilité limitée des SARL et SAS, elle est souvent anéantie. Elle ne va pas produire une sécurité additionnelle parce que certaines personnes vont vous dire « Oui,
Mais le fait d'avoir la responsabilité limitée au capital social, ça va nous protéger. Mais généralement, quand le banquier te finance sur une SASU, il va utiliser une caution, la caution du gérant de la société. Donc, en soi, la responsabilité limitée de la société ne te protégera pas. Également, on rappelle qu'une SCI, elle peut être transformée en SAS à terme. Donc, c'est un process qui est relativement simple et peu coûteux. Vous pouvez avoir une SCI que vous transformez en SAS. Également, concernant la SCI à l'impôt sur le revenu et versus la SCI à l'impôt sur les sociétés, il y a d'autres particularités. Une fois que tu as choisi le meilleur véhicule, tu l'as compris, pour des raisons bancaires, on va vouloir choisir la SCI. C'est le diktat des banques qui va nous obliger à ça. Euh, et que tu auras compris qu'il faut utiliser une SCI, tu vas avoir le choix entre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS. Au-delà des régimes fiscaux, la SCI à l'IR, il va falloir comprendre que c'est du quasi non propre avec tous ses inconvénients. Blocage, financement uniquement particulier, fiscalité particulière, et plus tes revenus augmentent, plus c'est catastrophique dans une SCI à l'IR. Donc, on ne veut pas une SCI à l'IR. Quant à elle, la société à l'IS, la SCI à l'IS ça va être une société taxée à l'impôt sur les sociétés, à la fiscalité des entreprises, qui présente beaucoup plus de stabilité, avec notamment une plus grande modularité de ce que tu vas pouvoir faire au travers de ce véhicule. Et en plus, tu vas pouvoir bénéficier de déductions plus importantes que sur une SCI à l'IR, qui va te permettre de déployer un levier fiscal pour maximiser et accélérer la création de ton patrimoine. Également, il faut savoir que la SCI à l'IR va être limitée à un certain type de location, très restrictif. Et si tu fais plus de 10% des revenus de la SCI au travers d'une activité commerciale, cette SCI à l'IR va être transformée automatiquement en SCI à l'IS avec des conséquences graves, qui est notamment ce qu'on appelle une cessation d'activité sur le plan fiscal. Je ne vais pas l'expliquer ici pour rester dans la simplicité, mais retiens, c'est tout ce que tu as envie d'éviter. La SCI à l'IS va pouvoir saisir, quant à elle, toutes les opportunités. Elle va pouvoir faire du meublé, elle va pouvoir faire de la location nue, elle va pouvoir faire du local commercial, ce qui est beaucoup plus intéressant pour toi, beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant pour le déploiement d'un parc immobilier très important. Donc, on va se focaliser sur la SCI pour des raisons bancaires et pour des raisons de stabilité et des raisons opérationnelles, on va se tourner uniquement vers la SCI à l'IS. La question du financement en matière de SCI, une SCI à l'IS, elle va pouvoir à la fois bénéficier des financements professionnels. Un financement professionnel par rapport à un financement personnel, c'est quoi? C'est tout simplement des durées, c'est une durée plus courte, le financement professionnel, et, et généralement couplé à un apport. Tandis que le financement personnel, tu vas pouvoir faire du 20, 25 ans, même s'il vaut mieux faire du 20 ans, et tu vas pouvoir faire du 110%, c'est tout à fait possible. Mais par contre, ça va être ton profil emprunteur qui va compter, pas le profil de l'opération, il faut en avoir conscience. Une SCI LIS, si ton profil emprunteur, tu es surendetté à titre personnel, ben, vu que ton profil emprunteur ne fonctionne plus à titre personnel, il ne fonctionnera pas non plus en SCI à l'IS. C'est très important de le préciser. Certaines banques vont cependant considérer la SCI à l'IS comme un véhicule professionnel et donc accorder uniquement du financement professionnel. Il y a une minorité, ça peut vous arriver. Vous allez devoir faire de l'apport et sur une durée plus courte, ce qui enlève pas mal d'avantages. Cependant, c'est une minorité de banques et cependant, vous avez également des techniques pour éviter ça très simplement puisque elle fait la distinction entre SCI à l'IR et SCI à l'IS. Une SCI à l'IR, ça va être du financement personnel avec tous les inconvénients, blocages que cela va générer à terme. Le seul avantage de la SCI à l'IR va être le couplage d'un associé pour augmenter le profil emprunteur, mais en soi, vous n'irez pas bien plus loin que ce que vous pouvez faire tout seul. Passons maintenant à la deuxième question, parce que lorsqu'on parle d'une SCI, on parle de deux associés. Et lorsqu'on parle de deux associés, se pose la question de la SCI plus la holding qui vous est vendue sur Internet. Vous voyez beaucoup de contenu par rapport à ça, investi à travers une holding. Ici, on va s'intéresser à l'aspect bancaire de la chose. Alors, le montage classique, comment il se fait? C'est on te dit de créer une holding. Toi, à côté, la holding va prendre 99% des parts
de la SCI et toi, tu vas prendre 1%. Comme ça, il y a 2 associés, tout le monde est content. Alors, le montage holding, il est fait en plus pour remonter des dividendes qui vont bénéficier du régime Murphy et donc éviter la flat tax à 30% ou plus si réformé. Donc, ça va te donner un levier fiscal si tu souhaites le réinvestir. La holding peut permettre également de transférer l'excédent de trésorerie d'une société d'exploitation que tu aurais sur le côté. Par exemple, tu as ton activité de consulting, tu as ta holding et tu as ta SCI. On t'explique que tu vas pouvoir faire transiter l'argent vers ta SCI pour conduire tes investissements immobiliers. Cependant, il va falloir considérer 2 phases en immobilier et savoir dans laquelle tu es, et tout va changer selon ça. Tu vas avoir la phase de constitution, c'est-à-dire la phase de création de ton patrimoine, de levée de fonds, où tu vas devoir répéter l'opération et t'assurer de le faire de manière optimale, mais tu seras dicté en réalité par le diktat bancaire et tu devras le suivre et te conformer à celui-ci si tu veux emprunter. Si tu essayes d'innover, ça sera du refus, donc tu n'auras rien à optimiser, c'est beaucoup plus pratique. Et la deuxième phase, comme tu l'auras compris, c'est la phase administration. Donc il y a 2 phases et c'est très important de le préciser. Pourquoi je le précise? Parce que dans la phase de constitution, c'est-à-dire que tu veux créer ton patrimoine, tu vas devoir maîtriser et masteriser en quelque chose l'obtention du financement. Et quoi qu'on te dise, et quoi que tu penses, une holding plus une SCI va se traduire par un refus bancaire en raison de sa complexité. Alors que ce n'est pas complexe une holding, mais il faut comprendre que tu vas aller chercher des financements auprès de banquiers particuliers qui ont l'habitude de financer l'instituteur, qui ont l'habitude de financer une résidence principale, peut-être un Pinel déficitaire sur le côté, mais ils ne comprennent pas que tu es une société, une holding, une SCI. Déjà, une SCI, c'est toléré, mais tu es déjà dans un cadre supérieur. Donc, c'est l'identité du banquier particulier. Si tu veux bénéficier des conditions de financement de particulier, durée longue, pas forcément besoin d'un apport, la holding, il va falloir l'oublier. Également, tu vas voir que cette non-compréhension va entraîner un refus bancaire. Et on l'avait vu sur d'autres vidéos, vous avez des retours d'expérience dessus et également dans le Discord communautaire, où les gens, lorsqu'ils vont présenter leur dossier avec une holding, ils se font refuser, la plupart du temps, leur crédit. Et se faire refuser, dans 80-90% des cas, son crédit dans le déploiement d'une stratégie, ce n'est pas la meilleure méthode possible pour aller rapidement et déployer une stratégie optimale. Et en réalité, ça va très vite te stopper. Donc, faire intervenir une holding dès le départ va diviser tes chances d'atteindre tes objectifs rapidement et va allonger, voire mettre en mode illimité, ton horizon temporel sur lequel tu t'es fixé l'atteinte de cet objectif. Après cette phase de constitution, il faut comprendre également que, en plus de ralentir ton développement patrimonial, la holding ne va te servir strictement à rien. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas acheter un bien ou plusieurs biens sur une SCI, cette SCI, elle sera déficitaire d'un point de vue comptable. Attention, la situation comptable et la situation bancaire est totalement différente. Tu peux avoir 10 000 euros sur le compte bancaire et avoir moins 15 000 euros sur ta SCI. Et donc, déjà, cette SCI, elle ne pourra pas verser de dividendes. C'est quand même important de le préciser, puisque pour verser des dividendes, il faut que la société soit bénéficiaire. Elle deviendra bénéficiaire au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, la holding ne va pas te permettre la quelconque optimisation fiscale sur la phase de lancement. Le financement à SCI ne nécessite pas forcément de l'apport, le 110% possible, puisque tu peux obtenir des financements particuliers. Donc, en réalité, tu ne vas pas avoir besoin d'utiliser l'excédent de trésorerie de ta boîte, car tu as accès au financement de particuliers. Et tu peux conserver l'apport sur ta boîte pour faire d'autres opérations, que ce soit du commercial sur le côté ou saisir plus d'opportunités. Mais en réalité, utiliser l'excédent de ta boîte, ça ne va pas t'apporter d'avantage puisque, en réalité, tu n'en as pas besoin. À la limite, pour le sécuriser ensuite, ça devient intelligent. Mais au départ, tu n'en as pas besoin. Donc, aucun avantage. Même en présence d'un cash flow négatif, c'est-à-dire de loyer inférieur à la mensualité de remboursement de crédit, avec les charges et tout, c'est-à-dire que en fait, tu perds de l'argent tous les mois, cela ne veut pas forcément dire que financièrement, tu dois rajouter sur le compte bancaire ta SCI tous les mois, et même durant les premières années.
Il faut donc raisonner en flux de trésorerie, c'est très important. On en parlera sur le dézoomage nécessaire ensuite. Mais donc, en soi, tu vas pas avoir besoin de cet excédent, ça va te freiner. Et à terme, oui, tu pourras l'utiliser, mais une fois que tu auras créé ce patrimoine. Il est nécessaire également d'avoir une vision d'ensemble et de prendre de la hauteur sur ta nécessité. Si tu mets trop de complexité dès le début, ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Après la phase de constitution arrive la phase d'administration. Et là, la holding devient indispensable. Dans une stratégie globale, après avoir débuté la stratégie, tu vas passer en phase d'administration, ce que je peux appeler quelquefois sur les vidéos le switch opérationnel. Et avec le capital que tu auras amorti, le track record que tu auras généré, tu vas pouvoir passer en full professionnel avec des banquiers professionnels. Et là, la holding ne sera plus un problème. Et surtout, tu pourras transvaser l'excédent de chacune des SCI pour faire une opération. Retiens que tu auras plusieurs SCI. Tu vas pouvoir mettre des garanties qui sont plus complexes, avec des banquiers plus compétents, notamment la marge hypothécaire. Tu vas pouvoir aller sur des opérations plus complexes et tu n'auras plus besoin de te financer un profil emprunteur. L'intervention de la holding est ici strictement indispensable et elle va te permettre de transvaser les excédents de trésorerie que tu auras accumulés sur les autres sociétés, sur les SCI également, sur tes sociétés d'exploitation ou sociétés de marchand de biens si tu décides de faire du marchand de biens sur le côté. Donc là, ça devient strictement indispensable. Ce switch entre la phase de constitution et la phase d'administration va être propre à chacun. Ça veut dire ça va dépendre de ton objectif, ça va dépendre de la stratégie que tu veux déployer. Ça va dépendre également des flux de trésorerie dont tu disposes sur tes différentes SCI. Quelquefois, ça va être plus tôt, quelquefois, ça va être plus tard. C'est très particulier. Mais il faut ni le faire trop tôt et il ne faut pas le faire trop tard non plus. Donc, c'est hautement stratégique. Il faut comprendre en réalité les enjeux de ce type d'opération. La troisième partie, j'ai décidé de l'intituler « La stratégie que tu dois déployer ». On a fini la précédente partie sur le fait que ça doit être hautement stratégique. Tu dois déjà définir tes objectifs. Et d'ailleurs, c'est très curieux. Je serais très curieux que tu me les mettes dans les commentaires sous la vidéo. La première chose que tu vas devoir faire, c'est définir ton objectif. Et cet objectif doit être déterminé à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le montant de ton objectif. Par exemple, tu me dis, j'ai envie de créer un parc de 3 millions d'euros. Attention, ça ne veut pas dire faire une acquisition à 3 millions d'euros. Ça peut être 10 acquisitions à 300 000 euros. Et également, il va falloir déterminer l'horizon temporel que tu te donnes. En combien de temps tu te vois réaliser cet objectif. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir définir déjà ton intensité annuelle, combien d'acquisitions et à quel prix tu dois réaliser par an pour atteindre cet objectif. Et tu vas pouvoir te rendre compte si tout est cohérent, si cela va être réalisable. Si cela n'est pas cohérent, tu vas devoir soit diminuer ton objectif ou tout simplement allonger la temporalité du déploiement de ta stratégie et donc du switch opérationnel également. Si par exemple tu te rends compte que sur 3 ans, ça va être un peu short, tu dis je vais le faire sur 4 ou 5 ans. Et ça, tu vas le prévoir également si tu es entrepreneur sur le déploiement de ta stratégie d'employé. C'est très important de pouvoir le budgétiser et d'avoir la notion de temporalité. Donc ça, c'est une étape à faire. N'hésite pas à la partager dans les commentaires sous la vidéo. Je suis très curieux de les connaître. Il faut aussi que tu aies conscience que si tu penses tout savoir, c'est que tu ne sais rien. Et j'ai piqué ce graphique sur LinkedIn à Fouad. C'est l'effet Dunning-Kruger. Tu vas devoir adopter une phase de désapprentissage par rapport à ce que tu sais, si on peut la qualifier ainsi, même si je n'aime pas tellement le terme, pour repartir sur les bonnes bases avec les bonnes priorités, parce que ça va être différent de ce que tu as fait jusqu'ici, notamment avec des techniques ambitieuses. Tu vas devoir te heurter aux restrictions et aux paradoxes du système bancaire, c'est-à-dire l'endettement, comment les banques fonctionnent, la mentalité bancaire, et c'est très paradoxal quelquefois. Tu vas devoir mettre en place des stratégies d'évitement. Qu'est-ce que je veux dire par évitement? C'est d'éviter ces paradoxes et de ne pas y aller droit dedans. Beaucoup de personnes font des erreurs en y allant frontalement, en pensant qu'une banque est une joueuse de poker alors que c'est une joueuse d'échecs, et en faisant la mauvaise chose. C'est comme par exemple, je vais te donner un exemple concret,
C'est comme quelqu'un qui va dire je veux faire financer l'opération, elle a 15% de cash flow et en pensant que ça envoie un excellent signal à la banque. Non, ça envoie un très très mauvais signal à la banque d'avoir 15% de cash flow. D'ailleurs, mets-moi en commentaire pourquoi selon toi sous la vidéo. Également, tu vas devoir savoir utiliser différentes mashkirovka, ça c'est du in-house, que ça soit sur les SCI pour garantir l'obtention des financements personnels et pas forcément passer en professionnel. Euh, Tu vas devoir mettre en place également une présentation bancaire sur mesure. Et ça, c'est très important. Tu vas devoir maîtriser tout ça, mais tu vas devoir passer par une phase de désapprentissage en premier pour partir sur des bonnes bases. Tu ne vas pas essayer d'améliorer un peu à droite, à gauche. Non, il faut prendre de la hauteur et voir la chose complètement différemment. Également, cette prise de hauteur, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce que tu vas être obligé de prendre de la hauteur pour pouvoir maximiser et sécuriser ton parc. Et tu ne vas pas devoir considérer les opérations euh, une par une. Tu vas devoir considérer tes opérations dans leur ensemble, c'est-à-dire comment un achat va impacter les autres achats que tu vas faire. Selon le type d'achat, le prochain achat sera complètement différent. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale de ça. Et pour prendre un exemple, l'investisseur particulier et débutant ou en nom propre LMNP considère l'opération immobilière de la manière suivante. Il va voir un bien IMO, il va voir que c'est une opération à cash flow négatif, mais par contre, qui a une forte plus-value que tu peux récupérer dans 2 ans. La personne va généralement refuser cette opération puisqu'il considère l'opération de manière unitaire. Quant à lui, l'investisseur pro, il va saisir l'opportunité et il va disposer des compétences pour financer l'opération sans avoir à rajouter de l'argent, car il adapte sa stratégie à cette acquisition et il adapte ses acquisitions futures par rapport à cet achat. Sur un graphique, ça ressemblera à ça. C'est le même bien IMO, c'est une opération à cash flow négative, mais à forte plus-value. OK, il faut que je saisisse cette opération, mais par contre, je dois adapter ma stratégie. Peut-être que je vais prendre ça, peut-être que je vais faire ça, mais je saisis l'opportunité parce qu'on préfère saisir cette opportunité. Le particulier va être que sur du cash flow. Et ça, c'est très important à le signaler. Également, comme je l'ai dit, et ça, c'est souvent quelque chose que je vois, j'aimerais parler du après, une fois que tu as développé ton parc. Beaucoup de personnes se disent, en France, tu ne peux pas bénéficier sans te prendre les 70% d'impôts dans les dents. Prenons un exemple concret pour te l'expliquer, et je vais passer sur l'iPad pour cet exemple, qui va être un peu particulier, qui va mettre en jeu 3 niveaux de société et une expatriation à terme. Donc, tu es expatrié en dehors de la France. Tu vas avoir une holding mobile. Cette holding, je vais rapprocher le micro. Cette holding mobile va détenir 100% d'une holding intermédiaire qui sera, elle, française. Cette holding française va détenir 100% de la SCI LIS. Alors, je sais, j'ai mis une petite flèche quasi, donc 99,9. Peut-être que cette SCI LIS, tu l'auras converti en SAS à l'IS. Comment cela va se passer ? Imagine que ta société, elle sorte 100 000 euros de dividendes, c'est-à-dire 10% de rendement sur 1 million net. D'accord ? Tu vas avoir l'imposition sociétaire, 25%, il va te rester 75 000 euros. Ces 75 000 euros vont remonter en dividendes. Ils vont arriver dans la holding intermédiaire, on est à quasi 100%, donc ça va être une exonération à 99%. Donc on va payer quelques centaines d'euros, rien de bien méchant. Cette holding intermédiaire, qui aura été faite sur mesure avec des règles très particulières à maîtriser, elle va également verser le dividende à une holding mobile qui sera dans un pays, il y a plusieurs possibilités.
on va partir du principe que c'est un pays européen. Elle va bénéficier du régime Murphy européen, donc aucune retenue à la source. Ça va arriver dans la société, donc il y aura peut-être 74 750 €. Aucune imposition. Et selon le pays où tu seras résident, tu pourras récupérer 74 500 €, moins 10, moins 15, moins 0%. Ça dépend du pays dans lequel tu vas être. Je ne sais pas si on le voit. En fait, il y avait un tout petit bug. Donc, qu'est-ce qui se passe également? Et ça, c'est important. Donc, on va refaire nos 3 étages. On va faire l'étage de la SCI en premier. On va faire l'étage de la holding intermédiaire en deuxième. Et on va faire l'étage de la dernière holding en dernier. On va mettre les couleurs. De cette manière, c'est visible. Donc, SCI, holding 1, holding 2 ou super holding. On est dans le même schéma. Imagine que tu as acheté, par exemple, sur cette SCI, tu as 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Tu as acheté 2 millions d'euros. Ça vaut, on va dire, tu as remboursé les 2 millions d'euros de crédit. Tu as 2 millions d'actifs nets. Tu n'as pas fait de plus-value. Tu vois, tu as juste remboursé du crédit. Qu'est-ce qui se passe si tu fermes cette société après avoir vendu le bien? Ben, ces 2 millions d'euros vont remonter dans la holding. Ça va être, va remonter après liquidation. Rien ne t'empêche de refaire monter ensuite de la même manière pour en profiter ici avec des conditions fiscales avantageuses. Donc, en soi, un investissement stratégique, tu n'es pas obligé d'être en France pour avoir le bénéfice et jouir de ce patrimoine. Tu as besoin d'être en France pour le développer, mais la fiscalité, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que le dividende, il est taxé dans le pays où tu es résident. Donc, si ta société, ta SCI verse un dividende, si toi, tu es résident fiscal d'un autre pays, si par exemple, tu reçois des dividendes d'une société anglaise, tu vas payer la flat tax en France. Mais si tu reçois des dividendes en Angleterre d'une société française, tu vas payer l'imposition anglaise. Donc, il faut bien le voir dans l'ensemble. Et ce capital, tu peux le faire remonter là et le placer en bourse. Et là, tu arrives avec un capital important. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Si tu souhaites développer un capital au travers de l'immobilier, tu vas devoir faire l'inverse ou presque de ce que tu as l'habitude de faire. C'est très important à préciser. Ce qu'on va te dire sur l'investissement immobilier sur Internet va concerner principalement la création d'un cash flow en nom propre. C'est valable pour la SCI à l'IR, ainsi que le blocage bancaire qui va en découler, t'empêchant d'obtenir de gros capital. Et une fois que c'est constitué, tu disposes d'une multitude de possibilités pour le placer, pour le développer et pour le faire remonter sur d'autres types de structures. Également, si tu souhaites créer un capital, tu vas devoir déployer, comme on l'a vu, des stratégies différentes. Tu vas devoir prendre de la hauteur, tu vas devoir utiliser parfaitement les outils et tu vas devoir également éviter certains outils. Pour aller plus loin sur le contenu, je t'ai mis 2 liens. La technique du Viagra pour faire gonfler ton patrimoine, c'est le coaching stratégique offert qu'on fera en direct. Et également, la fin du LMNP en 2025, c'est notre épisode de podcast sur la réforme du LMNP et pourquoi les investisseurs disent merci. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao, ciao. N'oublie pas de lâcher un like pour le référencement.